Et aussitôt, voilà. Alors maintenant, je vais vous dire des choses sérieuses un tout petit peu, puis je m'arrêterai un tout petit peu. Des choses sérieuses. Des choses sérieuses. Chez l'abbé Rousselot. Je vous ai dit que c'était un vrai phonéticien, un homme remarquable. D'abord, il avait une oreille parfaite. C'est-à-dire qu'il pouvait entendre les sons depuis les sons les plus graves, et il allait dans les plus aigus. Et attendez que je vous dise. Il commençait légèrement en dessous de 16 Hertz. Vous savez que 16 Hertz, ça n'est pas beaucoup. C'est le son le plus grave de l'orgue. Or, il pouvait entendre des sons en tant que son, pas en tant que vibration, en tant que mouvement, non, mais en tant que son, à 12, ce qui était exceptionnel. Physiquement, il était construit comme ça. Et pour les aigus, c'était tout à fait admirable. Il montait jusqu'à 28 000 Hertz. Comment le savions-nous? Parce qu'il y avait le fameux tonomètre de Koenig. Il y a eu en France à un moment un physicien nommé Koenig qui a créé, si vous savez ce que ça représente comme travail, c'est presque inimaginable, un tonomètre allant depuis les sons les plus graves jusqu'aux sons les plus aigus de ce tonomètre qui allait jusqu'à 40 000 Hertz. La mesure de ça, l'obstination que ça exigeait, il fallait travailler dans le froid, toujours dans la même température. Mais oui, il ne fallait pas que le métaux s'échauffe, etc. Puis il avait des petits diapasons avec des curseurs qui permettaient des choses tout à fait admirables. C'est là que j'ai commencé à comprendre que le son, ça signifiait quelque chose de scientifique. La première fois, j'ai été surprise. Il y avait un grand tonomètre qui était de haut depuis ça, section carrée à peu près ça. Tenez, comment est-ce que je vais vous présenter? Comme ça, tenez, section carrée. Depuis, c'était un forme en U, c'est-à-dire des formes tout à fait anciennes. Bon. Et il montait ainsi jusque-là, avec un énorme marché, c'était pas facile, il fallait tout d'un coup, non, c'était pas un son qu'on entendait dans les graves, c'était le rideau de la fenêtre se promenait, il y avait un souffle, on sentait un souffle, on voyait un mouvement, on n'entendait pas un son. Puis tout d'un coup, à partir de 16 Hertz, le commun des gens, 12 pour le l'abbé Rousselot, on commençait à entendre un commencement de vibration, sous forme de son. Depuis, cette histoire des vibrations m'a passionné, vous savez, j'en ai fait... Vous voyez, je continue. J'étais maintenant une écriture vibratoire, j'ai l'esprit de ceux qui, ce que vous voulez. Alors j'ai voué une espèce d'admiration aux vibrations, parce que tout ce qu'on pouvait en obtenir, surtout dans l'éducation des sourds, vous comprenez ce que ça pouvait être. Ceux qui ne voyaient, ceux qui n'entendaient pas, ils pouvaient le sentir, ils pouvaient le voir, et ils ne l'entendaient pas. Puis on pouvait augmenter graduellement. L'abbé Rousselot avait essayé aussi de rééduquer les sourds profonds. Il n'a pas eu la patience d'attendre suffisamment, je crois. Ou il a pris des cas trop graves, parce qu'on pouvait très bien, par l'éducation auditive, l'éducation vibratoire, obtenir des choses intéressantes. Moi, j'ai présenté un garçon. Je vais vous le citer encore. C'est encore de la science, hein, ça. Il y a... Quel âge a-t-il maintenant? Il doit avoir 40 ans maintenant. Pas loin de 40 ans, 38 ou 40. C'est un sourd complet, total. Vous savez qu'il n'y a pas énormément de sourds complets. Presque toujours, il y a des petits restes, un petit quelque chose. Mais c'est un sourd complet. C'était le fils d'un pharmacien de Casablanca. Et il avait attrapé une méningite, mais une méningite grave qu'on ne savait pas soigner en ce temps-là. On flanquait la streptomycine à haute dose en injection intrarachidienne. Le sujet était sauvé la plupart du temps. Il était sourd tout le temps. Donc ce garçon est devenu sourd à l'âge de 3 ans et demi. Il avait déjà un peu de langage, vous me direz. Mais enfin, un langage de 3 ans et demi, vous savez, habituellement ça se perd. Or, il a eu une idée géniale, c'était pendant que sa mère lui parlait, il mettait sa main sur la clavicule de sa mère. Et là, on sent très bien, presque mieux que ça dépend des gens. Les gens l'entendent mieux sur un résonateur buccal, les autres l'entendent mieux sur la caisse de résonance du sternum. Mais c'est pas là qu'on l'entend, c'est pas sur le mot m'échappe, c'est pas derrière l'oreille, c'est sur une caisse de résonance. Là, il y en a une petite, il y en a une meilleure ici, surtout si vous faites. Vous avez une caisse de résonance importante. Là, alors le sternum, mais c'est très désagréable parce que c'est toute la caisse qui vibre. Et ce garçon, grâce à ça,
s'amusait pas à faire vibrer sa mère partout, je pense qu'elle l'aurait pas supporté. Mais il se contentait de la clavicule et la main sur le cou. Cette femme prenait ça pour une caresse, elle avait raison, c'était une femme très intelligente. Elle a commencé à lui parler de la même manière. Tous les deux parlaient en faisant... Elle faisait comme si elle avait été sourde elle-même, et il lui parlait aussi de la même manière. Ils employaient en somme le même procédé vibratoire. En langage, puisqu'il avait du langage, grâce à quoi il lui a évité de perdre du langage. Ils ont toujours parlé. Alors quand j'ai présenté cet enfant à la faculté, c'est la faculté de médecine. J'avais présenté pour un congrès. Je présente mon sujet, qui parlait normalement, c'était un petit qui intelligent comme tout. Il parlait bien, il parlait normalement. J'ai dit qu'il était sourd. On ne m'a pas cru naturellement. Mais là, heureusement, j'avais des gens qui avaient vérifié, qui ont pu affirmer qu'il était sourd profond. C'est mon cas, mon premier cas. De surdité profonde, éduquée par les vibrations seulement. Depuis, j'en ai fait une technique. Malheureusement, les marchands d'appareils n'aiment pas beaucoup ces appareils. C'est pas cher, c'est difficile à construire. Et ils aiment mieux les appareils qui sont plus classiques. Les appareils Philips, les appareils hollandais, les appareils... Enfin, il ne manque pas en Amérique, il y en a beaucoup aussi, enfin il y en a beaucoup partout. Ils rendent un grand service quand on sait s'en servir, mais ça n'empêcherait pas d'obtenir quelque chose de très supérieur en faisant comprendre aux enfants ce que c'est, aux sujets sourds, ce que c'est que l'intonation française, parce que c'est complètement idiot, personne ne comprend. Il faut parler avec de l'intonation, c'est-à-dire intensité, durée, variation tonale, etc. C'est ce que j'essaie d'apprendre maintenant aux enfants qui sont tout à fait sourds, dans des conditions moins intéressantes pour moi, pour le professeur, que les premières d'un enfant spécialement intelligent et spécialement... Non, enfin, ça m'a permis d'édifier une méthode, au point que je l'emploie beaucoup, et que quelquefois on me demande de l'employer pour des sujets qui ont été plus ou moins sabotés dans certains endroits et que j'essaie de réparer. Alors ça, c'est de la phonétique. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous intéresser. Je vous ai dit que j'ai besoin de me reposer un petit peu maintenant. Ça sera à vous de parler. Oui. Alors, je me souviens très bien, quand j'étais ici la première fois, j'habitais pas loin d'ici, à la gare, dans les grands bâtiments de la gare Montparnasse. Ben, elle a changé la gare Montparnasse, c'est un monument. Oui. Quelle horreur. Ce sont les bâtiments qui sont derrière la gare. Oui. C'est la gare des marchandises. Oui. Il y a tellement de choses d'expérience, tellement des années, des choses intéressantes que vous avez fait et que nous je travaille toujours. Hein? Je dis je travaille toujours. C'est ça. Quand vous travaillez tout le temps, nous avons envie de vous demander en tout cas quels sont les sujets le plus attirants que vous avez développés ou qui vous intéressent encore très fort. Alors celui qui m'intéresse encore, envers et contre tout, c'est l'organisation de la voyelle française. Parce que vraiment, c'est à ça qu'on reconnaît les gens, ils ne sont pas français. Dès qu'ils ont ouvert la bouche, on sait s'ils sont français ou pas français. Oui, écoutez l'accent. Je me rappelle un moment, la France, hélas, au moment de la Révolution russe, a été envahie par des gens qui fuyaient la Russie et pour cause, ils aimaient mieux vivre. Alors ils ont passé par différents pays et ils sont arrivés généralement par la Tchécoslovaquie, puisque c'était le nouveau pays, Budapest. Puis ils sont arrivés en France, ils étaient presque tous ceux qui savaient faire les pauvres bougres, chauffeurs de taxi. Des grandes dames, on savait déjà, tiens, vous êtes russe. En français, si vous dites, écoutez, si vous dites par exemple, il a mangé des pêches, vous entendez bien que ce S, c'est ça. Si vous dites il a mangé des pêches, qu'est-ce que c'est que ça? Des pêches. C'est ce qui fait que quelquefois nous comprenons mal les gens qui parlent en français dialectal, par exemple les gens de la Guadeloupe et de la Martinique, quand ils nous parlent, nous avons de la peine à comprendre au début, parce que leur accent n'est pas le même, l'intonation n'est pas la même, puis surtout il y a des syllabes qui sont comme atténuées, alors que les autres ne sont pas. Mais c'est donc le rapport qu'il y a entre ce que nous pouvons étudier par les appareils, en particulier les radiographies, et l'accent français, et les variations de l'accent français. C'est ça le sujet qui me passionne actuellement. Et vous allez voir apparaître certainement des radios qui vont
légitimer cette opinion des radios et des documents. En particulier, il y en a amusant sur le français. Vous savez que dans certaines circonstances, le E se prononce E, dans les fois E, dans les fois rien du tout. Et dans les fois E, beaucoup plus marqué. Attendez, je vous chante une espèce de... Je vous raconte une petite chanson. Attendez. C'est une Française qui chantait ça, mais je ne vous le chante pas, moi. Un jour, dans une loterie, je gagne une otarie, je l'amène à la maison et je l'installe dans le salon. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent les parents. Je ne chante pas. Attendez, il y a une autre. À l'école, quand j'étais petit, j'étais constamment puni. À la fin, je me suis dit, ça ne va plus ainsi. J'épouse institutrice, comme ça je serai toujours le premier, etc. Bien, le traitement de l'homme en français, tantôt il est tonique, tantôt on s'amuse, tantôt... C'est un des sujets qui me passionne. Vous savez, dans Racine, les beaux effets de muet. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourrez tout bois, vous fûtes laissé, etc. Des vers, j'en sais, jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il suffisait, quand j'étais enfant, que je lis un texte qui me plaisait, je le lise 2-3 fois, je le savais. Je crois que je le sais encore. S'il m'avait vraiment plu. Le Comte de Lille, le Musset, je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est les gaudrioles qui passent à la... Il y en a quelques-unes qui sont très drôles, vous savez. Qui passent à notre radio de temps en temps. Mais elles sont plutôt la nuit, parce que dans la jour, ça ne se fait pas très bien. Bon, alors, donc c'est un des sujets qui me passionne. L'écriture vibratoire, bien entendu, me passionne encore. Il a paru... Oh, je ne peux pas vous montrer ça, tant pis. Peut-être arriverai-je à vous le montrer d'une autre manière. Il a passé, il y a quelques années, il y a eu des dessins extrêmement jolis qui ont été faits en Amérique par un auteur américain, hélas. Je dis hélas, parce que pour l'utiliser, il faut que je paye des droits d'auteur considérables. Je n'ai pas le sou. Alors, bon, vous allez voir si le sujet cependant était magnifique. Le sujet était déjà drôle. Première page, il n'y a que des dessins, je vous dirais. Le texte, c'est moi qui l'ai fabriqué derrière, et derrière pour qu'il ne me gêne pas. Et en écriture vibratoire. Enfin, première page. Un pêcheur, avec la ligne sur l'épaule, et un seau de métal dans lequel il y a des vers pour la pêche. Et puis derrière, une poule dessus, pas à pas. Deuxième page. Le pêcheur s'installe au bord de l'eau, pose son seau à côté de lui, il commence à pêcher lorsqu'il aperçoit que la poule avait s'intéressé nettement au ver qui était dans la boîte. Veux-tu sale bête, etc. Il se lève, il la chasse. La chasse, la troisième page. La poule est sur un petit chemin avec un air méditatif. L'air méditatif se comprend quand on pense qu'elle a un œuf dans le corps. Elle s'arrête donc, elle pond, et elle pond quoi donc? Hélas, elle pond tout à fait autre chose qu'un poulet. Elle pond un lézard, une espèce de lézard. Une horrible bête. Ils se voient tous les deux et immédiatement le fils voit la mère et s'écrie « Maman !» La mère voit le fils et s'écrit « Mon enfant !» Alors ça, c'est de moi sur l'autre côté qu'on ne parle. Mais vous savez, si vous voyez le dessin, c'est une merveille. Cette reconnaissance instinctive de la mère et du fils. Page suivante. Oh, j'en passerai des pages. Page suivante. Attendez, page suivante. Ah, la mère médite, parce que cet enfant mange, c'est inimaginable. Elle s'en va chercher un maître de couturière, elle se dit, combien me doit-il? Le 4e jour, il a plus d'un mètre de longueur. Qu'est-ce que je vais te dire? Mais tant pis, elle le laisse manger, mais que faire? Elle lui interdit de voler, parce qu'il a tellement faim qu'il vole partout. Il arrive un jour devant des cageots de pommes. Les pommiers étaient déjà dévastés. Les cageots étaient tout pleins. Il regarde pendant... Sa mère était distraite et bavardait avec une autre. Pendant ce temps-là, il avale un cajot, il avale 2 cajots, il attrape les pommiers, il avale les il mange. Quand la mère a fini de bavarder, elle se retourne et dit « Hélas, mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait ?» Ça continue comme ça. Je vous dis la fin de l'histoire parce que ça serait trop long.
Elle est toute illustrée par cet auteur américain. Moi, j'ai mis un peu de couleur, puis j'ai mis le texte. J'avoue que le texte est très drôle. Alors, à la fin, ça finit très drôlement. Le livre est construit sur des feuilles à peu près de cette taille. Et à un moment, le dessin occupe toute la page. 2 pages, vous comprenez. Et cette fois-ci, on arrive à ce résultat parce que le maître de la maison, du village en avait assez de cet être qui dévorait tout. Il le condamne ainsi que sa mère à vivre dans la forêt. Tous les deux s'en vont vivre dans la forêt. Et la mère aperçoit un renard qui se précipitait pour manger l'enfant. Et l'enfant s'aperçoit que sa mère a des yeux affolés, il est dans la forêt déjà, il saute sur le renard, l'étrangle, etc. Comment terminer cette histoire? Moi, je l'ai terminée à ma manière. Il y a le personnage qui dévore, qui étend sur 2 pages, le chef du village qui est cuisinier, qui fait des crêpes et des crêpes et des crêpes. Parce que maintenant il est un bienfaiteur du village, puisqu'il mange toutes les il évite aux poules d'être mangées par le dragon. Et puis la mère, c'est elle qui compte et surveille s'il mange proprement, etc. Et on fabrique les crêpes sur l'autre page. Je vous assure que j'aurais voulu. J'ai fait tout le texte. J'ai fait tout le texte en écriture vibratoire. Vous savez, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la découverte de la mère avec l'enfant. Quand le petit sort de la famille, elle s'écrit « Ah, mon enfant !» Et puis lui, elle s'écrit « Ah, maman !» Alors j'attendais ça au comique. Alors maintenant, j'aime beaucoup illustrer des histoires. Je tombe toujours sur des histoires étrangères. Alors, agacée, je me suis dit, il faudra encore que je leur père un dédit formidable. C'est pas possible. Alors, je vais faire des histoires moi-même. J'en ai fait quelques-unes. C'est pour ça que j'écris quelques histoires encore. Ça, c'est... Je connais bien vos dessins parce que... Ceux-là, vous ne les connaissez pas, vous ne les avez pas vus? Non, non, ceux-là, non, mais je connais des anciens dessins que vous faites avec vos petites passions. Oh, beaucoup de dessins. Vous travaillez beaucoup avec les dessins. Beaucoup avec le dessin et le mime. Le mime, il y a des quantités de choses qu'on peut faire. Des fois, je vois les moments qui conduisent un enfant en me disant « Comment voulez-vous qu'on fasse ?» On ne peut rien dire à un enfant qui ne parle pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Eh bien, si, on peut dire beaucoup. Il y a qu'à le regarder vivre. On voit bien quand il pense quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il faut lui donner le mot de la situation. Un mot, pas une phrase, il est bien incapable, le pauvre petit chou, de comprendre. Et de retenir, c'est trop tôt. On ne peut pas. C'est pourquoi je disais l'éducation des tout-petits est très différente de l'éducation à partir de 5-6 ans. Quand l'enfant apprend à lire, etc., c'est tout à fait autre chose, tout à fait autre chose. Vraiment, un bébé, c'est un bébé, quoi. Il soit sourd ou pas, ça devient... Il faut communiquer avec lui, sinon vous risquez de compromettre l'avenir. Voilà ce que je pense maintenant. C'est ce que je pense maintenant. J'ai écrit un article dernièrement, je crois qu'il est publié dans la revue, il s'appelle « Le domaine de l'orthophonie et ses limites ». Le domaine de l'orthophonie, bon, j'avais pas de peine, parce que j'ai montré que j'en avais... J'ai une dent contre certains médecins qui ont la faculté de manger un peu trop grande. Alors, je leur dis que tout n'est pas de leur domaine. Alors j'ai publié ça. Mais quand j'arrive à l'autre partie du jeu, et ses limites, qui donc fixera les limites? Un diplôme, moi je veux bien, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut une grande conscience professionnelle et il faut beaucoup d'années d'expérience pour connaître bien ses limites et les limites de celui qui reçoit. Voilà, il m'a semblé. Enfin, j'ai publié ça. Et puis un autre qui va être publié, j'espère, qui s'appelle « Sur l'adoption ». Parce qu'il y a beaucoup, chez nous, l'assistance publique travaille beaucoup. Et il y a des gens qui adoptent des enfants. C'est une excellente chose quand l'enfant est bien adopté. Et des fois, ce n'est pas vrai. Il est mal adopté. Alors, j'ai présenté un article qui n'est pas encore sorti sur l'adoption. Ça s'appelle « La famille de Babette ». J'ai commencé ça. Alors, d'abord, on voit une famille où le père n'est pas enchanté. Hein. La mère sujette à des états émotifs. Voit un enfant abandonné. Bon, il l'adopte un peu vite. Sans demander aux autres enfants, ce qui me paraît très grave.
faut demander aux autres s'ils vont accepter ce petit. Ça s'ils ne l'acceptent pas, il y a des drames de famille. Bon, deuxième livret, celui-là fait 7-8 pages, avec des dessins, etc. Cette fois-ci, il s'agit d'un personnage un peu âgé, qui se trouve adopté, mais alors là, c'est un personnage qui va compliquer la vie beaucoup, parce qu'il y a dans la famille une fille qui n'entend pas céder ses droits ni l'intérêt qu'on a pour elle, un autre garçon qui dit oh c'est fiasco, etc. Et puis la dernière petite qui est très intéressée, tellement intéressée qu'il porte dans la famille, quelque temps après, elle veut absolument adopter un enfant. Et elle adopte un bébé, un horrible petit, elle l'a choisi exprès, à l'assistance publique, un enfant qui est laidron, tout sale, tout criard, etc. Elle se met à l'aimer d'un amour éperdu. Alors, je traite ça de façon un peu ironique, bien sûr, mais surtout émotif. Je pense qu'on comprendra que l'adoption est une chose sérieuse. Il faut en tout cas demander aux enfants, ils sont susceptibles de comprendre. Vous voyez, j'écris encore des choses, quoi. Et puis des petites anecdotes, des petites aventures qui arrivent autrefois dans les hôpitaux. Enfin, vous voyez, j'écris. J'écris parce que ça me soulage. Et pour nous, ça c'est très, très intéressant de trouver toutes vos histoires, toute votre expérience sur le sujet. Ça nous apprend beaucoup. Quand je pense par exemple aux élèves à la faculté, de jeunes orthophonistes, de jeunes qui commencent à étudier l'orthophonie, qui commencent à faire une démarche, ils se rencontrent avec tout qui est nouvelle, un peu stupéfait devant un enfant, on ne sait pas quoi faire et alors on réagit tout de suite. Bien sûr, il faut les aider. Celles qui le demandent, il y en a qui ne demandent pas. Moi, dans ma famille, j'en ai une, c'est ma propre petite fille. Oui. Elle fait l'orthophonie aussi. Elle vient de passer son diplôme, elle a une très bonne note. Votre fille aussi, elle fait non, elle est médecin, elle. Ah, elle est médecin. Elle a fait, c'est moi qui l'ai dirigée comme ça autrefois, je ne pensais pas à l'orthophonie, ça n'existait pas, de toute façon. Alors quand elle a fini son bachot, je lui ai dit de continuer avec du latin, j'aimais le latin, le grec, enfin bon, ça ne l'a pas emballé. Après, je l'ai envoyée à l'Institut de phonétique, elle a appris, non pas la phonétique alors, mais c'était de la linguistique à cette époque-là. Ça l'a pas non plus, elle a fait une thèse bien entendu, mais enfin ça ne l'a pas intéressé. Puis après, je l'ai envoyée suivre comment dire, dans un centre de l'orthophonie. Celui qui a créé l'habitude d'examiner les sourds en France, un certain Fournier, et qui a une très grande connaissance sur le plan pratique de l'appareillage des sourds, etc. Et il est allé pendant un an suivre tous les appareillages, les essais de mesure de la perte d'audition, etc. Alors elle a appris beaucoup. Et elle a passé sa thèse là-dessus, sa thèse de médecine sur ce thème-là, la surdité. Et puis maintenant, c'est curieux comme les gens changent. C'est pas tellement ça qui l'intéresse, elle en fait bien sûr, la rééducation de sourds, mais c'est pas ça qui la passionne. C'est la rééducation de psychotiques. Et ça, moi, j'avoue que j'admire, mais je n'ai jamais été tentée. Vous n'en êtes jamais occupé? Comment? Vous avez jamais eu d'enfant comme ça? Si, j'en ai eu, mais c'était pas... Je ne me sentais pas tout à fait à mon aise. Voilà, l'orthophonie et ses limites. J'avais fixé mes limites en voyant ce que je pouvais réussir, ce que je sentais que je ne voyais pas suffisamment clair pour le faire. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y a 20 années, quand j'étais avec vous à Saint-Vincent-de-Paul, vous me parlez beaucoup sur la quantité de sourds qu'il y avait. Hein? Vous attirez mon attention sur... Oh, mais j'en rééduque toujours. La fondation, on a créé cette fondation pour moi, parce que c'est pour exploiter mes méthodes, pour les faire connaître, etc. J'ai le droit non seulement d'enseigner mes méthodes, mais de former les gens à mes méthodes, de les laisser discuter, faire un cours, etc. Et cette année, je vais le reprendre encore, parce que j'ai été très malade pendant 3 ans. Vous savez, quand on est malade, c'est fini. Enfin, là, c'était pas tout à fait fini. Non. Parce que c'est encore là. Bien sûr, on se voit bien. Vous savez, on aurait bien cru que si, mais enfin bon.
j'en suis sortie, c'était pas encore le moment sans doute de s'en aller de l'autre côté. Ah oui, voilà. Ben, je continue beaucoup à m'occuper de sourds. Justement, nous sommes en train de recréer, de remettre en ordre notre fondation. Il y a eu des avatars, vous avez une mauvaise gestionnaire, une autre qui est morte, enfin des embêtements. Et puis, la langue des signes. J'ai auprès de moi quelqu'un, c'est plutôt du langage gestuel, c'est pas la langue des signes. Oui. Bon. Alors il y avait une de mes collègues qui avait une envie malade d'essayer ça, et le bilinguisme. Le programme d'un bilinguisme me paraissait, j'avais vu que ça pouvait exister. C'est-à-dire parler le langage de tout le monde, le langage oral, le parler bien, et on pouvait y ajouter, pourquoi pas, l'apprentissage de la langue des signes. On a pratiqué pendant 7 ans, elle a fait cette expérience. Et nous avons fourni tout ce qu'elle souhaitait, les gens, les traducteurs, etc., les personnages, ceux qui savent parler la langue des signes, et même le parler à toute vitesse. Elle a passé sa thèse de doctorat en français, en signant toute sa thèse en français. C'était intéressant. Elle a donc prouvé, oui, mais ça n'a rien prouvé du tout, parce qu'à l'expérience, non, à l'expérience, elle a donné la prééminence absolue à la langue des signes sur la langue orale. Alors j'ai pas pu apprécier, ça doit aller passer. C'était l'intérêt, l'autre chose qu'il aurait fallu faire, à mon avis. Mais en tout cas, une égalité. Il ne comprenait pas le français. Il parlait d'une façon abominable. Et elle signait elle-même tout ce que... Si elle voulait dire, par exemple, tenez, regardez dans la rue, moi je ne saurais pas vous le dire, je saurais le dire en français, mais je ne saurais pas vous le dire en langue des signes. Elle le disait en langue des signes en même temps. Finalement, elle est arrivée à cette extraordinaire chose qu'il connaissait la langue des signes et très au préjudice du français. Donc c'était une expérience, à mon avis, ratée. Alors j'ai cessé. Non pas que je sois contre la langue des signes, mais contre l'emploi qu'elle en avait fait, c'est tout. Alors j'ai écrit aussi un petit article là-dedans, très atténué pour ne pas dire que... pour ne pas dire tout à fait ce que je pensais. Et du cas, il vaut mieux ne pas. Vous travaillez aussi sur le bégaiement. Ah oui, c'est vrai. En ce moment, j'ai un de mes élèves. J'ai 2 de mes élèves en ce moment. J'ai gardé que 2. Ce sont les plus mauvais cas. Les plus difficiles. Il y en a un qui, quand il ne peut plus arriver à parler, vient tomber d'une maladie. Oh, ça ne va plus sortir. J'ai dit, je vois ça. Ce n'est pas la peine de me le décrire davantage. Et au bout de quelques années, un facteur psychologique, mais un facteur linguistique aussi énorme. Ça, je suis seule à soutenir avec Pichon. Vous savez, il y a eu un bouquin que j'ai écrit avec Pichon. Oui, Pichon a écrit avec ce que j'ai dit, du tout. Je suis convaincue qu'il y a un facteur linguistique aussi. Et un facteur psychologique formidable, bien entendu. C'est toujours un problème si difficile. Hein? Il reste toujours un problème. C'est un problème très compliqué. Très compliqué. Et il y a des méthodes. Moi, je trouvais qu'on a écrit tellement de choses sur le bégaiement, mais encore, je pense que plus on écrit... Eh bien, écoutez, j'en ai tout de même lu 2, 3. Une d'un auteur américain qui est venu ici il y a quelques années. Il ne parlait pas le français du tout. Et il a voulu me montrer qu'il ne bégayait pas dans sa langue et qu'il espérait parler d'autres langues sans bégayer. Effectivement, il s'était guéri lui-même de son bégaiement, il n'y a pas de doute. Des traces, un film, enfin, qui n'empêche pas de... 2 ans après, je le vois revenir, il avait passé par l'Espagne. Oh là, mes aïeux. Il parlait bien en français, en anglais. Il arrivait presque à parler en français. Mais alors, en espagnol, c'était inimaginable. Bégayer comme... terrible. Alors il m'a dit la semaine prochaine je vais essayer une autre langue. Qu'est-ce que vous allez essayer? Et là j'ai essayé du vrai français. Je dis méfiez-vous, c'est pas une langue facile. Alors il a essayé du français, effectivement. Il s'est un peu embourbé, mais je l'ai aidé. Et bien, ce qu'il a écrit sur le bégaiement m'a paru tout de même assez judicieux.